Mes parents sont venus au Canal en 1925 et ils y ont passé pratiquement toute leur vie jusqu'en 1956. Donc moi-même, je suis né en 1946, exactement au lendemain de la guerre. Mon père avait fait les deux guerres parce que lui-même est né en 1898, donc il avait participé à la Première Guerre mondiale. Ensuite, il avait commencé à travailler pendant peu de temps dans l'administration coloniale. C'était un peu une tradition familiale. Son père lui-même avait été un gouverneur des colonies, mais il a très vite décidé de changer. Il s'est installé au Canal. Ensuite, pendant la guerre, il s'est engagé très tôt, en août 40, et il a fait toute la guerre. Et bon, à la fois, il a été fait prisonnier pendant la guerre, il a participé au débarquement de Toulon, etc. Il était donc assez patriote et gaulliste. Et on dit toujours dans la famille que finalement, parce que mon père, quand je suis né, avait 48 ans et ma mère avait 40 ans, et je suis finalement un peu un miracle de la guerre. Mon père étant gaulliste et De Gaulle voulant repeupler la France, eh bien, je suis donc né à ce moment-là. Donc j'ai passé toute mon enfance à Ismaïlia, donc de 1946 à 56, et j'avais une vie vraiment très heureuse. On était dans la maison de fonction de mes parents, avait un jardin, on avait la plage qui était, qui était à peu près à 10 minutes en vélo. Et en tant que garçon, je jouissais d'une grande liberté. J'y allais en vélo pratiquement 9 mois de l'année. On pouvait aller à la plage, donc c'était vraiment une vie rêvée pour un garçon. Pour l'éducation, donc j'ai fait toute ma scolarité primaire chez les frères de Plohermel, dont l'école était toute près de notre maison. Et là, on avait bon, c'était très intéressant parce qu'il y avait vraiment à peu près une grande catégorie d'enfants. Il y avait les enfants de l'administration du canal, il y avait les enfants pilotes, qui avaient beaucoup de nationalités différentes, mais j'ai souvenir, j'avais un camarade qui était norvégien, mais qui était francophone. Aujourd'hui, enfin, ça me surprend quand j'y pense rétrospectivement. Et on avait aussi, bien sûr, beaucoup d'enfants, disons, de la bourgeoisie égyptienne qui voulaient que leurs enfants aient une éducation francophone. Et on trouvait ça tout naturel de voir ces garçons de 6 7 ans qui parlaient français comme nous et qui donc avaient exactement la même éducation. J'avais des camarades, je me souviens, Mourad, enfin j'avais plein de... Et on jouait avec eux au football, etc. Donc c'était vraiment... alors l'éducation, bien sûr, c'était les frères de Plohermel, donc c'était lorsqu'il y avait les cours d'éducation religieuse, et bien nos camarades musulmans, à ce moment-là, prenaient des cours d'arabe. Donc il y avait, la scolarité était organisée de cette façon, mais pour le reste, c'était vraiment la même éducation. Donc moi, je n'ai pas l'expérience de ce qu'a été par la suite donc l'éducation supérieure, puisque j'ai quitté l'Égypte en 1956. Nous étions en vacances avec mes parents au moment de la nationalisation du canal, et ensuite après l'expédition anglo-française, il était hors de question d'y retourner. Donc voilà, ça s'est arrêté à ce moment-là. Et on parle beaucoup d'imaginaire autour du canal. On parle beaucoup de tous ces gens, même tous ces enfants qui voyaient passer tous ces bateaux, donc qui venaient du monde entier, donc qui voyageaient aussi tout en restant au bord du canal. Est-ce que est-ce que vous voyagiez aussi beaucoup à l'école avec tous vos amis? Vous citez un ami norvégien, un ami avec toutes ces nationalités différentes. Quels échanges vous aviez entre vous est-ce que vous parliez chacun de vos... En fait, assez peu. C'est curieusement, on ne parlait pas tellement de nos différents pays. On voyait souvent des enfants qui parlaient entre eux des langues différentes. Ou même, par exemple, on avait par exemple des Italiens, il y avait aussi des Grecs, etc. Donc, ce qui était frappant aussi, même à Ismaïlia, même en dehors de l'école, de voir ces gens qui passaient d'une langue à l'autre avec une très grande facilité. Alors que nous, on était vraiment strictement francophones, rétrospectivement, c'est un regret, parce que je me suis dit qu'à l'époque, j'aurais pu apprendre l'arabe très facilement. Et on ne l'a pas fait parce que ça ne se faisait pas. C'est vraiment, c'était rétrospectivement, c'est voilà. Et en fait, les personnes qu'on rencontrait parlaient français. Et donc, il y avait pas. Je vois mes parents qui ont vécu
pratiquement 30 ans là-bas. Bon, ils baragouinaient un peu l'arabe pour parler avec les gens qui étaient autour d'eux, le cuisinier, les choses comme ça, mais ils n'ont pas vraiment appris l'arabe. Et ça, c'est bon. C'est rétrospectivement, on se dit c'est très dommage, quoi. Après l'école, chacun rentrait dans son quartier. Exactement. Les Égyptiens rentraient chez eux. Voilà. Donc c'est. Après, on se retrouvait au cinéma. Il y avait les cinémas en plein air avec ces grandes séances avec les intermèdes, et puis on se baladait, on buvait du coca, on mangeait des. Donc on veut dire pour des enfants, c'était une vie rêvée, c'était excessivement agréable. Quand on y pense, évidemment, quand on est enfant, on ne voit pas ça, mais c'était quand même une vie très protégée, une vie d'expat. Et quels souvenirs avez-vous de vos parents à cette époque, enfin, donc votre père au canal? Donc mon père, lui, travaillait au canal, donc dans le service des travaux. Ma mère, elle était à la maison. Il y avait beaucoup de réceptions. Bon, les gens se recevaient souvent. Après, moi, je suis la période. Des réceptions entre Européens Oui, ou alors des Égyptiens, disons de la haute. Oui. Hein, des gens qui étaient francophones et qui étaient invités à ces. Maintenant, je veux dire, quand je vois des films des années 50, je me rends compte que c'était ce genre de vie. Quand vous voyez les gens qui avaient des réceptions, qui étaient en costume, etc. Bon, on peut imaginer aujourd'hui, même des gens très riches ne le feraient pas. Mais en fait, c'était vraiment je pense que c'était aussi une société assez hiérarchisée, donc on devait se recevoir. Il y avait un effort là-dessus. Et puis il n'y avait pas d'autres frais. Il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas d'autres sources de dépenses. Donc il y avait quand même beaucoup de représentations. Mais pour un enfant, moi, c'était, bon, encore une fois, c'était l'école, la vie dans le jardin, la vie à la plage. On a évoqué tout à l'heure l'arrivée des présidents de la compagnie. Est-ce que vous en avez? Non, moi, j'ai pas de souvenir de ça parce que j'étais, je pense, trop jeune, et même ce qu'a évoqué ma sœur, oui, la vie au cercle, les soirées, même la danse. Moi, j'avais 7, 8 ans, 10 ans, donc c'était pas du tout mon monde. Par contre, comme il y avait un cercle à la voile près de la plage du lac Timsa, pour nous, c'était aussi extraordinaire parce que pendant que les parents ou disons les adultes avaient ça, nous, on était en grande liberté. On vivait entre nous au bord de la plage. C'est un sentiment. D'ailleurs, je continue à être en relation avec certaines personnes membres de Timsa, et on a tous ce souvenir d'une vie excessivement heureuse en tant qu'enfant. Après, donc ma sœur a évoqué la période de la guerre que moi je n'ai pas connue. Par contre, j'ai connu la période antérieure à la nationalisation, puisque c'est la période où les Anglais qui occupaient la zone du canal se sont retirés peu à peu. Mais il y a eu une période où il y a eu pas mal de bagarres, puisque le soulèvement, je ne sais plus si c'est en 52 ou 53, je ne sais plus, il y a eu je sais que c'était à Ismailia, il y a eu un poste de police qui s'était révolté contre l'occupation anglaise. Et là, il y a eu beaucoup. C'était en 52, hein, je crois. Voilà. Et là, il y a eu beaucoup. On entendait les coups de feu, les bagarres, etc. Mais curieusement, on ne se sentait pas en danger, alors que ça aurait très bien pu. Mais il y avait quand même pas mal de tensions. Et je me souviens, comme enfant, à l'école, quand j'étais dans le jardin, j'entendais les coups de feu. Et alors, curieusement, comme les sons n'étaient pas exactement les mêmes, je me disais, ah, ça c'est un coup de feu anglais, ça c'est un coup de feu égyptien. Oui, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi est-ce que j'avais... Bon, mais il y a eu des périodes de couvre-feu. Je sais qu'il y a il y a eu 2-3 fois où mes parents et j'étais avec eux, on était allés chez des amis. Et puis, bon, il y avait eu de la bagarre qui s'était déclenchée. Et donc, on ne pouvait pas circuler la nuit. On était restés. Et puis, on voyait des tanks qui passaient. On voyait, je me souviens, pas loin de la maison, il y a une espèce de grand... il y a tout un bouquet de fil à eau. Et là, il y avait un nid de mitraillettes qui était tenu par des soldats anglais. Ouais. Donc, c'est des souvenirs... on savait qu'il y avait de la tension. Mais
En tout cas, mes parents ne m'en ont pas spécialement Vos parents parlé. n'en parlaient pas que vous étiez enfant. Moi, j'étais enfant. Vous Je sais que... et vous entendiez autour de vous vos parents? Non, je sais qu'ils écoutaient les nouvelles à la radio, etc. Mais j'ai pas senti une tension, quoi. Et donc ça a été une grande surprise en fait ce qui s'est passé en 56 parce qu'on était parti à l'époque, contrairement à ma sœur où eux ils partaient tous les 2 ans et ils partaient en bateau. Nous après la guerre, on partait en avion et on avait des vacances tous les ans. Bon, mon père ne partait qu'un mois, mais avec ma mère, je rentrais 2 mois en France et on rentrait régulièrement pendant les mois de juillet-août. Et donc là, c'était pareil, en 56, on était parti tout à fait après je venais de passer mon examen d'entrée en sixième, puisque j'ai terminé le primaire, et puis on était en vacances lorsqu'on a appris la nationalisation du canal. Voilà. Comment? Par les nouvelles, simplement. Je sais que mon père, j'étais à la plage, j'ai encore le souvenir, j'étais à une plage qui est près de Royan, et j'étais avec mon père, et il est revenu, il dit « Ah, ouais, il y a Nasser qui a nationalisé le canal. » Voilà. Et bon, lui, il était relativement près de la retraite, et puis bon, heureusement, ils avaient une maison qui était prévue à Paris, donc ça n'a pas été quelque chose de traumatisant pour nous. On ne peut pas dire que... Ça n'a rien à voir avec, je pense, ce qui s'est passé pour les Français d'Algérie, où ils se sentaient du pays, ils avaient leurs intérêts sur place, et puis bon, ça avait été quand même beaucoup plus dur ce qui s'y était passé. Et si votre père vous l'a dit aussi facilement, c'est peut-être aussi qu'il se doutait de quelque chose, vous pensez, ou... Je pense pas que... Je pense pas qu'il... Bon, parce qu'après coup, on sait tout ce qui s'est passé, les tractations, le refus de financer le barrage, enfin tout ce que historiquement on sait maintenant, mais je veux dire à l'époque, je pense pas que l'opinion générale était tellement informée. Et enfin en tout cas pour nous, ça a été une surprise. Ma question est peut-être un peu intellectuelle, mais quelle est la connotation en 1956 pour quelqu'un qui n'est pas au courant du contexte de nationalisation? Parce que rétrospectivement, quand on regarde la région, c'est l'époque où Général de Gaulle et la France nationalisent les chemins de fer, Air France, Renault, le Crédit Lyonnais. On a nationalisé à tour de bras à l'époque. Tout à fait. Donc, est-ce que c'est un mot scandaleux, c'est un mot vulgaire, c'est un mot habituel, mais est-ce que c'est un mot déclencheur à l'époque? Non, je ne pense pas que c'était le mot nationalisation n'était pas pris dans ce sens-là. Je pense que c'était plus dans le fait de... Il y avait quand même la relation de l'Angleterre avec l'Égypte et des Français, c'est dire, bon, ben voilà, théoriquement, le bail devait se terminer en 68, je crois, hein, le bail amphithéotique. Donc, le fait que voilà, bon, on dit, bon, ah, tiens, il n'a pas respecté le contrat, mais bon, je pense qu'aujourd'hui, la façon dont on le voit est très différente, parce qu'on voit bien mais à l'époque, c'était... Oui, non, bon, ça a été ça a été un choc, le fait que mes parents, c'est vrai que tout ce qui était dans leur maison a été perdu, puisque ils n'ont pas pu revenir. Ils ne sont jamais revenus. La maison, c'était une maison de fonction, mais par contre, les meubles et tout ce qui était dans la maison, qui depuis 30 ans, a été complètement perdu, parce que ça a été pillé très vite, parce que dans la foulée de l'intervention de l'Angleterre, de la France et d'Israël, c'est évident que c'était plus possible. Donc ma sœur a évoqué ce fameux livre. Finalement, la seule chose qu'ils ont vraiment regretté, c'est ce gros livre que mon père avait fait pendant toute la guerre, à la fois pendant la campagne de Libye et la campagne de Syrie. Là, je sais, il y a des dessins qui représentent l'entrée des troupes à Damas, avec ces têtes d'éléphants, etc. J'ai quelques copies mais qui sont également au musée de la Libération. Lors du passage de De Gaulle, il avait apparemment écrit « lu, vu et entièrement approuvé ». Bon, c'était une très grande fierté pour mon père. Et le fait que ce livre ait été perdu, probablement jeté, c'est un des grands regrets. Parce que mes parents, surtout ma mère, elle avait une grande philosophie sur ce plan, en disant les choses durent plus que les gens. Donc je pense que en même temps, ça n'a pas été dramatique parce que mon père a pu prendre sa retraite. Ils avaient une maison ici. Donc ça n'a pas été Personne n'est revenu. Et personne n'est revenu. Et donc on y est retourné, donc ma sœur et moi. Donc on a 20 ans de différence, puisque ma sœur est née tout à fait au début de l'installation de mes parents, et moi je suis né après la guerre.
Et on a fait un voyage dans le canal en 2009. On a vu la zone du canal et on est également allé à Alexandrie. Donc on a pu visiter la nouvelle bibliothèque, etc. Mais là, ce qui m'a frappé, c'était le changement de l'aspect de la population, parce que à Ismailia, quand j'y étais, les femmes étaient habillées comme des Européennes, sauf quelques vieilles femmes qui venaient de la campagne ou quoi, qui portaient la robe noire, etc., mais qui n'étaient pas vraiment voilées. Alors que là, on voyait beaucoup de femmes voilées, y compris les jeunes. Très curieusement, elles portent le foulard et puis elles ont des jeans moulants. Enfin, c'est assez surprenant comme combinaison. Mais ça on voit que la société a beaucoup changé de ce point de vue-là. Et vos amis sont... Oui, donc vos amis, vous êtes restés amis avec des gens d'origine étrangère? Enfin, En fait, on a été complètement coupé de toutes les personnes. Il y a encore une communauté canaliote internationale? Non, il y a les gens du canal français. Il y a la petite association TIMSA. Et donc on est encore en relation. Il y avait beaucoup de personnes malheureusement très âgées. On est considérés comme les jeunes du canal. Moi j'ai quand même 71 ans. Donc il y a une dizaine de personnes qui sont à peu près de ma génération, où on fait un dîner ou un déjeuner une fois par an. On parle un peu des souvenirs. Enfin ça n'a rien de... Et vous voyez des Égyptiens? Enfin, vous seriez en fait, retrouver des Égyptiens? Moi, je serais très content. Après avoir pris la retraite, je m'occupe d'une petite association qui est les Amis de la Haute-Égypte. Et donc, à cette occasion, j'ai pu retourner en Égypte, découvrir la Haute-Égypte, que je ne connaissais pas du tout, bien que j'ai vécu 10 ans en Égypte. Mais à l'époque, on ne voyageait pas tant que ça, et mes parents m'avaient dit « Bon, on fera ça quand tu seras plus âgé ». Finalement, en 1956, j'étais resté dans la zone du canal. Le Caire, on y allait quand on rentrait en France. Je pense qu'Alexandrie, j'avais dû y aller une fois parce que mes parents, quand j'étais très jeune, avaient fait un voyage jusqu'à Chypre. On avait dû prendre le bateau. Là, je ne sais même plus si c'était à Alexandrie ou à Port Saïd. Mais en fait, on était vraiment à Ismailia, même les... Et le Caire et Alexandrie, qu'est-ce que ça évoquait pour vous à l'époque? Le Caire, c'était là une grande ville où en général, on passait 2-3 jours, on allait à l'hôtel, mes parents faisaient quelques achats avant de prendre l'avion pour rentrer en France. Mais j'y allais pas vraiment souvent. Et Alexandrie, je n'avais pas vraiment de connaissances, en fait. C'était trop loin. C'était trop loin. Oui. Comme journaux d'enfants ou journaux d'adultes. Vous étiez abonné à Cœur Vaillant? Il y avait Cœur Vaillant. En Égypte, il y avait les Mickey qui commençaient à arriver. Parce que c'était après la guerre. Je sais que je me suis aperçu que je pouvais lire, je pense, dans un Mickey. C'est quand on commence à lire un passage, on s'aperçoit que tout d'un coup, c'est plus les livres de classe. Il y avait des livres, il y avait des Tarzans, des trucs comme ça. Autrement, non, j'étais pas abonné à des journaux parce que mon père lisait le Progrès égyptien. Il y avait ces journaux. Oui, j'ai un souvenir précis. C'est un des premiers souvenirs historiques que j'ai eu. C'était sur la mort de Staline en 53, en mars 53. Je ne sais pas pourquoi. Ça avait été publié dans le journal et j'ai ce souvenir-là comme nouvelle en Égypte. Et Dien Phu en 54, non, finalement non. Moi, je ne m'en souviens pas. C'est vraiment après coup. Non. Parce que oui, effectivement, les troupes devaient passer par le canal. Mais en fait, moi, ce que je voyais à la plage, c'était les pétroliers, avec sa silhouette caractéristique, là, avec comment dire, tout à l'arrière, et puis le château à l'arrière, etc. Donc ça, c'est ce qu'on voyait. Mais moi, je n'ai pas souvenir d'avoir traversé. J'ai toujours soupçonné ma sœur de se vanter, mais apparemment, ce n'est pas le cas. Mais moi, je ne traversais pas le canal à la nage. Mais j'avais toujours l'impression que le lac Timsa est quand même très large. Là, on était à la plage du lac Timsa et on voyait les bateaux qui passaient au loin. Et alors, qu'est-ce que vous rêviez?
Ah ben voyager. ce qui était très, très frappant, c'était de se dire qu'on était vraiment au contact de deux continents, parce qu'on parlait beaucoup de la rive Afrique, de la rive Asie. Et Donc, vous le viviez vraiment. ouais, on se disait en face c'est l'Asie, voilà bon, ce que ça signifiait, mais on se disait on est en Afrique et on voit l'Asie en face de nous, parce que bon. Et puis on est l'hôpital où nous sommes nés vraiment sur le bord du canal, donc on est vraiment nés à cette jonction des deux continents. Un hôpital à la pointe qui marchait bien. Oui, qui est très bien. Bon, Avec une bonne réputation. Ah oui, tout à fait. Et- Je m'étais cassé le bras en faisant du vélo. Je sais que j'avais été bien soigné là, et il y avait plein